Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Heureux d'être en ligne avec le sociologue Monsieur Moustapha Saha. Bonjour et bienvenue dans l'émission Arc-en-ciel. Bonjour. J'ai fait l'émission dans des conditions assez atypiques, disons. Eh ben écoutez, c'est le direct, on n'a pas le choix, c'est la particularité de cette émission, je suis désolé, mais c'est comme ça. Il y a que le direct qui est direct et qui est notre politique par rapport à cette émission. C'est Moustapha Saha, il faut bien le préciser quand même, on parle d'un sociologue des problématiques des minorités urbaines migratoires ou de la révolution numérique, docteur d'État sous la direction d'Henri Lefebvre, artiste, exposant à Lima, le Maroc contemporain 2014-2015. Monsieur Moustapha Saha nous accompagne dans cette émission de temps à autre avec des thématiques de taille et nous avons pris la décision ce jour de parler de deux personnalités qui représentent l'instance marocaine, Monsieur Mouha Ouhammouziani et Monsieur Assou Ouabslam, deux figures bien entendu légendaires de la résistance marocaine. Qu'est-ce qu'il ne peut nous dire, Monsieur Moustapha Saha? Je voudrais d'abord commencer par un préambule, parce que plus je mène ces recherches dans des archives très difficiles à trouver, etc., et plus je m'aperçois que l'histoire du protectorat français au Maroc et l'histoire du protectorat espagnol également, mais je m'en tiens au protectorat français qui a duré pendant 44 ans, de 1912 à 1956, a été essentiellement écrite, cette histoire, par les Français. Et donc, au-delà de la littérature coloniale qui est complètement caricaturale, où on présente le colonisé comme un sauvage, que la bonté occidentale veut bien civiliser, c'est que cette histoire, plus je l'étudie et plus je m'aperçois que c'est une écriture historique qui a tronqué la réalité des faits. Et je vais donner un exemple. Le premier exemple, c'est qu'on s'aperçoit, quand on parle des livres très sérieux à caractère universitaire, que finalement, la plupart des grands historiens, des grands ethnologues, étaient au départ soit des officiers de l'armée coloniale, soit des administrateurs civils, soit des administrateurs militaires, par exemple, même Jacques Bert, qui était pour moi un véritable père, qui m'avait poussé à écrire mon livre aux éditions Anthropos, Structures tribales et formation de l'État dans le Maghreb médiéval. Même lui, il a commencé sa carrière, il était natif d'Algérie, il a commencé sa carrière comme administrateur colonial. Ils ne s'en cachaient pas. Donc même les anticolonialistes les plus radicaux contre l'occupation étaient malgré tout imprégnés par cet esprit de différenciation culturelle qui faisait qu'ils regardaient les choses, les Marocains et les colonisés d'une manière générale, de haut, et ça se ressent dans leurs travaux, même quand ils sont frappés du sceau de la rigueur. Ça, c'est le premier point que je voulais soulever. Je vous prie. Et donc, pour moi, l'histoire du protectorat reste à écrire. C'est-à-dire, en dehors des grands faits
par exemple, les deux grands faits sur lesquels je vais revenir tout de suite, il y a eu des faits qui ont été totalement occultés. Et pourquoi? Parce que la mémoire historique du colonisateur est une mémoire écrite, et donc elle est fixée, elle est immortalisée une fois pour toutes, alors qu'en face, on a affaire à des tribus amazirs, essentiellement, et des tribus qui sont dans la culture et dans l'oralité. Et donc, il reste réellement un travail de recherche en profondeur, un travail de terrain, un travail qui remonte les sources et qui puisse faire des analyses approfondies à partir de la tradition orale, notamment la poésie populaire qui a été négligée et qui est pourtant la vision intérieure des faits par les Marocains. Alors, je prendrai juste un mot, un concept qui est devenu un concept, c'est qu'on retrouve de manière obsessionnelle dans la littérature coloniale et dans les rapports coloniaux, c'est celui de pacification. Et c'est tellement obsessionnel que c'est le maréchal Lyautey pratiquer ce concept de manière presque abusive, et c'est tellement obsessionnel que il devient révélateur du fait que les Français n'ont jamais réussi à pacifier le Maroc. Et donc les deux exemples que je vais donner sont des exemples typiques que le Maroc n'a jamais été soumis, c'est-à-dire à chaque fois que l'armée coloniale ou l'administration coloniale réussissait à éteindre le feu quelque part au Maroc, eh bien, il y avait un autre feu ailleurs qui s'allumait. Et pourquoi? Parce que le Maroc a cette particularité, je crois, qui est assez unique, de conjuguer à la fois la centralité étatique et en même temps la localité tribale. Et cette localité tribale est complètement a été jusqu'au temps contemporain complètement autonome, jalouse de son indépendance, et donc les tribus pouvaient être soumises par les armes, elles n'étaient jamais soumises dans leur esprit. Voilà, ce préambule. C'est parfait. Il me reste presque 15 minutes, c'est Mustapha, par rapport à la thématique de ce jour. Le préambule est de taille. Il faut mettre les points sur les i par rapport à cette période de l'histoire marocaine. Je vous prie. Donc, je commence par Mohaou Hammou Ziani, qui est l'une des grandes figures mythiques, pratiquement légendaires de la résistance marocaine. Alors, d'après les historiens, il serait né au milieu du 19e siècle, soit en 1855, soit en 1857. Il est mort en 1921, les armes à la main, dans une ultime bataille. Or, je faisais référence à la littérature orale, à Mazir, qui dit qu'il est mort à 80 ans. Or, si on fait le calcul de 1955 ou 57 à 1921, c'est pas 80 ans, mais 65 ans. Vous voyez les approximations déjà des historiens occidentaux. Toujours est-il que quand on voit, il y a des photos, heureusement, de lui, et effectivement, sur les photos, il fait bien 80 ans. Voilà. Et donc, Mohamed Hammou Ziani est reconnu très jeune comme un guerrier d'exception, et à 20 ans déjà, il remplace son oncle qui est lui-même mort dans une guerre intertribale. Il remplace son oncle à la tête de son clan dans la région de Khénifra. C'est un clan qu'on appelait les Imahzounes. Ça veut dire les invisibles. Enfin, il y a d'autres traductions qui veulent ou les hommes tristes, en tout cas taciturnes.
Et donc, Mohamed Hamou impose très très vite son autorité sur la ville de Khénifra, qui était la clé d'entrée dans le Moyen Atlas central, qui ouvrait le chemin sur le Knef et sur l'Algérie. Et il impose aussi son autorité sur les sous-tribus zayanes de la région. À l'âge de 23 ans, il est nommé Qaïd par le sultan. Bon, alors 23 ans ou plus tard, on ne sait pas, vu les approximations sur son âge. En tout cas, il est nommé Qaïd de la région par le sultan Moulay Hassan Ier, qui lui laisse une autonomie totale sur sa région. Et cette alliance entre la monarchie alaouite et les Zayanes est très ancienne. Elle remonte, selon des sources historiques, à la fin du XVIIIe siècle, au règne de Moulay Slimane. Et quand l'armée, je vais vite, quand l'armée française attaque Khénifra et sa région, Mohamed Hamou refuse tous les compromis, toutes les compromissions qui sont proposées par le général Lyautey, qui n'est pas encore maréchal. Et il engage, c'est l'un des premiers qui engage dès 1914 une guerre de guérilla, comme c'était le cas, et j'en ai parlé assez longuement dans le Rif, jusqu'à sa mort au combat en 1921. Alors je voudrais juste préciser que Mohamed Hamou était très proche du sultan Moulay Abdelaziz, qu'il a reconnu tout de suite après la mort de son père, après la mort de Moulay Hassan Ier. Et c'est lui qui a engagé ses troupes aux côtés des troupes de Moulay Abdelaziz contre Bouhamra, dont on a déjà parlé. D'accord. Alors, je dis deux mots sur la force, la technique de guérilla des Zayanes, qui diffère un peu de celle des Rifins. C'est qu'elle réside d'abord dans la rapidité de leurs attaques. C'est pas par hasard qu'on les appelle les hommes invisibles. On les voit pas venir. Et surtout sur leur cavalerie de plusieurs milliers d'hommes, qui est d'une rapidité et d'une efficacité extraordinaire. Voilà. Donc, et au sujet de combattants, M. Issou Absalam, c'est toujours de la même région que M. Mohamed? Non. Là, on se transporte dans le sud, dans le Haut-Atlas. Oui. Dans la région de Ouarzazate, au sud de Ouarzazate. Où Beslam, qui serait né en 1890, mais qui n'est mort qu'en 1960, était chef de sa tribu, et c'est quelqu'un qui a refusé l'autorité de l'Glaoui. Il était le pacha de Marrakech. D'accord. Et donc, qui a combattu le Glaoui de manière... Et en étant victorieux, systématiquement victorieux. C'est-à-dire qu'il avait une région retirée dans le Haut-Atlas sur laquelle il avait la haute main. Il était le chef Lamrar, on dit en amazigh, c'est-à-dire le chef de la tribu des Aït Atta, qui est une tribu très très célèbre, très fameuse au Maroc. Et il s'illustre, ce qui est extraordinaire, c'est que, et c'est la preuve de ce que je disais tout à l'heure, il mène le combat contre les Français et contre l'armée coloniale jusqu'en 1933. Et en 1933, il remporte une grande bataille, la bataille de Bougafer. Et puis, le pouvoir colonial, il met vraiment le paquet pour le battre. Et finalement, quand il est écrasé par l'armée française, le pouvoir colonial le promeut quand même comme caïd en 1939. Et il reste caïd jusqu'après l'indépendance. D'accord. Jusqu'en 1960. Alors la particularité, donc je reviendrai peut-être un jour pour cette figure exceptionnelle, et sa particularité, c'est qu'il reste caïd de sa région, et il continue jusqu'à sa mort en 1960 à appliquer dans cette région le droit coutumier amazigh, qu'on appelle Zerf. D'accord. Voilà. Que la véhicule et l'indépendance du Maroc, oui.
Oui, et ça explique la force aussi de la monarchie marocaine. C'est-à-dire que la monarchie marocaine avait l'intelligence de l'adaptabilité aux différentes régions, aux spécificités, parce qu'elle savait quelque chose de très important, c'est que le peuple, disons-le, marocain, il est amazigh jusqu'à aujourd'hui à 90%. Bon. Et donc, elle savait que pour les Amazirs, pour les Berbères, ils sont très très attachés, non pas à leur territoire au sens large, national du mot, mais au sens physique, au sens tellurique du mot, c'est-à-dire à leur terre qu'ils cultivent. Et par contre, on peut établir des alliances avec eux à condition qu'on ne touche pas à leur terre. Voilà. La condition est là et qu'on respecte leurs coutumes locales, qu'on respecte leur langue, qu'on respecte... Donc les Amazirs ont accepté et ont intégré de manière admirable l'islam comme lien spirituel qui dépasse et qui est le symbole de l'unité générale, mais donc ils ont accepté volontiers l'islamisation qu'ils ont assumé totalement, mais ils ont toujours refusé, même jusqu'à aujourd'hui, puisqu'il y a une renaissance amazigh, l'arabisation. Écoutez, comme vous l'avez bien dit, il y a un grand nombre de communautés qui composent ce beau pays, et parmi eux, la communauté juive marocaine. Et je tiens à dire à notre auditoire, et je suis heureux de l'annoncer moi-même, c'est que M. Mostafa Zaha a publié dans les librairies marocaines un livre de taille, Haïm Zafrani, penseur de la diversité. C'est un penseur de la diversité, c'est un homme qui est né à Essaouira en 1922, qui est décédé à Paris en 2004. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, quelques mots sur ce monsieur qui est resté toujours marocain jusqu'à la fin de ses jours? Haïm Zafrani je viens effectivement, comme vous l'avez dit, de lui consacrer un livre aux éditions Maisonneuve La Rose et aux éditions Hémisphère, qui s'intitule, comme vous l'avez dit, Haïm Zafrani, penseur de la diversité. C'est un grand savant. Et un grand savant, c'est le premier qui a démontré que les Juifs marocains et maghrébins de manière générale n'ont rien à voir historiquement avec le Moyen-Orient. Qu'il y a une judaïté spécifique maghrébine et marocaine, et que les Juifs marocains sont en fait des tribus berbères qui ont été judéaïsées il y a 2500 ans déjà, avec l'arrivée des Phéniciens, parmi lesquels il y avait quelques rabbins qui ont diffusé leur religion. À l'époque, au début, la religion juive n'était pas élitiste comme aujourd'hui, réservée à un peuple élu comme ils le prétendent, mais c'était une religion comme les autres religions qui cherchaient à se diffuser à travers les territoires où aboutissaient des rabbins et qui étaient des prédicateurs. Voilà. Et donc, il a apporté des preuves archéologiques. Il a découvert, par exemple, avec un grand archéologue, il a découvert des cimetières juifs avec des stèles gravées en hébreu qui remontent à 2000 ans dans le sud de la France, dans le sud du Maroc, dans la région de Oued Dar'a. Il a découvert une Torah écrite en hébreu, mais en berbère. D'accord. En écriture hébraïque et qui remonte à 1800 ans. Voilà. Et donc, il n'était pas que ça. C'était un historien, un anthropologue, un linguiste hors pair, un arabisant.
extraordinaire. C'est lui qui a fondé le premier département d'études hébraïques à l'université de Saint-Denis-Vincennes. Il était aussi chercheur, il était au Collège de France, etc. Et moi, au-delà de ça, je le place. J'essaie dans ce livre ces livres étaient, avouons-le, très difficiles. C'était des livres de savants, pratiquement, qui étaient inaccessibles, sauf à des universitaires très pointus. C'était un grand spécialiste aussi de l'Andalousie. Et donc, je crois, c'est le premier livre qui explicite l'ensemble de son œuvre et en même temps qui essaie de montrer sa portée philosophique. Moi, je le place dans la lignée du grand philosophe du XVIe siècle, Michel de Montaigne, qui était le concepteur du mot même de diversité et du mot de laïcité. C'est Moustapha Si vous Sahar. permettez, Oui. si vous me donnez juste 30 secondes. Je vous prie. Je voudrais juste remercier publiquement Sa Majesté le roi Mohammed VI, qui vient de lire le livre en question, mon livre sur Haïm Zafrani, et qui a eu la bonté de m'envoyer une lettre personnelle, calligraphiée, d'une haute teneur au niveau de l'appréciation philosophique qu'il y développe, et d'une beauté exceptionnelle aussi bien dans le fond que dans la forme. Voilà. Chose, sachez-le, Monsieur Moustapha Sahar, qui à titre personnel, ne m'étonne pas. Je sais très très bien que Sa Majesté, malgré ses responsabilités diverses, il y a un œil vis-à-vis de ces Marocains qui se trouvent à l'étranger, qui travaillent avec, bien sûr, avec patriotisme aussi, mais aussi avec de la qualité. Votre travail, c'est Moustapha Sahar, est reconnu, bien entendu, depuis plusieurs années, mais maintenant davantage. Félicitations par rapport à cette reconnaissance de Sa Majesté vis-à-vis de votre livre. Et bon vent pour le reste, et bienvenue à tout moment quand vous le souhaitez dans l'émission Arc-en-Ciel. C'est Moustapha Sahar, je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Barakallahu fik. Ma salama, akhi. Ma salama. Arc-en-ciel. Arc-en-ciel, chaque dimanche, actualité, culture, économie, société et animation festive. Avec Abdelatif Arc-en-ciel, la chronique. Arc-en-ciel info. Arc-en-ciel, animation festive.